de 800 e-services créés au Bénin avec des milliers de contenus postés chaque jour sur Internet que nous consommons et que nous achetons, avec à la clé aussi une avancée fulgurante de l'outil numérique, il est clair que Internet aujourd'hui et les outils numériques sont devenus inévitables. Raison pour laquelle il est important de se créer des outils, mais aussi des opportunités à travers le numérique, le digital. Des opportunités dans plusieurs domaines, dont entre autres l'entrepreneuriat. Développer l'entrepreneuriat, quelles compétences et quel secteur, c'est bien sûr le thème que nous allons aborder dans ce numéro 4 de votre émission Leadership Talk Series, avec deux invités au parcours exceptionnel. Je vous prie de bien le noter, parcours exceptionnel, expérience assez spéciale. Je vais commencer par Madame Elodie Akotoso-Dekpadonou. Vous êtes fondatrice de Women in Tech et bien sûr présidente de Women in Tech Bénin. Je vous prie bien sûr de vous présenter à nouveau à nous. Alors, merci beaucoup, Madame Nelly. Merci à la Fondation Mastercard pour ces moments exceptionnels qui ne fait qu'éclairer plus la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai ce matin l'honneur de partager ce panel avec Monsieur Aïfemi, bien sûr, conseiller technique au Centre de transformation digitale à la GIZ. Et voilà, moi c'est Elodie Akoto-Sodé et je suis fondatrice de Women EdTech, qui est une structure qui travaille dans l'entrepreneuriat numérique féminin et qui travaille également à la création des compétences numériques chez les filles et les femmes. Et je suis depuis 2 ans la présidente d'une communauté naissante au Bénin qui s'appelle Women in Tech Bénin. Et c'est une communauté qui a pour vision de pouvoir contribuer à réduire les inégalités du genre dans le numérique et aussi à bâtir un réseau influent d'acteurs et d'actrices dans le numérique et dans l'entrepreneuriat au Bénin et en Afrique. Merci Madame. Je pense qu'au cours de l'émission, vous allez développer avec nous tout ce mécanisme que vous mettez en place au sein de Women in Tech Bénin pour accompagner l'inclusion des filles et des femmes dans le domaine du numérique. Et bien sûr, comme vous venez de le dire, nous avons également un invité spécial avec nous, Monsieur Oro. Il est conseiller technique. Conseiller technique à la GIZ dans le domaine du numérique, de l'entrepreneuriat. Je vais le laisser se présenter encore plus à nous. Merci Madame, merci Elodie. Je dois remercier aussi la Fondation Mastercard qui nous invite ce matin. Je suis ravi de partager le panel avec Elodie. Nous travaillons ensemble depuis un moment et c'est un plaisir, un privilège, un honneur parce qu'elle est assez dynamique dans l'écosystème et elle fait énormément au profit des femmes, des filles dans l'écosystème. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et de l'avoir aux côtés parce que la question du genre pour nous est assez importante. Et donc, merci d'être présente, Elodie. Pour répondre à la question, oui, Aïfemi Fawzan Oro, je suis conseiller technique en entrepreneuriat numérique et transformation digitale au Centre de transformation digitale du Bénin, mise en œuvre par la GIZ. Que dire d'autre? Voilà, un peu, ça c'est la présentation. Bon, le reste, on aura le temps d'y aller plus en profondeur. Merci beaucoup, Monsieur Oro. Eh bien, cette émission n'aurait pas de sens si nous n'avons pas des invités, un public, je vais dire, jeune, pétri de talent, des boursiers de la Fondation Mastercard, des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi, des bacheliers. Ils sont venus nombreux pour partager avec vous toute cette expérience que vous avez. Vous allez partager avec eux et eux aussi, ils auront l'occasion de poser des questions pour mieux comprendre. Cher public, je vous prie d'applaudir nos invités avec des applaudissements bien nourris. Merci. Parfait. Alors, Madame Elodie, je vais commencer directement par vous. 14 ans d'expérience dans le domaine du numérique, et bien plus, parce que tout à l'heure on parlait et vous avez dit que ça a commencé bien avant 14 ans. Alors, en tant que présidente de Women in Tech Bénin, en tant que personne avisée dans le domaine du numérique, si aujourd'hui ces étudiants qui sont assis, ce public vous demande, Madame Elodie, c'est quoi le numérique de façon terre à terre? Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ok, alors merci beaucoup.
Le numérique, c'est pour moi tout ce qui se rapporte aux données informatiques, au matériel comme les ordinateurs, les smartphones et également tout moyen de communication comme les réseaux sociaux. Et voilà, donc le numérique aujourd'hui, c'est un secteur qui est en pleine expansion et qui offre beaucoup d'opportunités et qui change déjà notre quotidien, notre manière d'interagir avec les autres. Donc, c'est un peu, en définition simple, ce que je peux dire du numérique. Ça fait 14 ans que vous travaillez à l'inclusion des jeunes filles et des jeunes femmes. Qu'est-ce que vous avez observé durant ces 14 ans? Est-ce que vous avez observé une évolution? Comment ça se passe aujourd'hui quant à la question du genre et du numérique? Oui, quant à la question du genre et du numérique, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui s'intéressent à ce domaine. La preuve, ce matin, je suis très ravie de voir qu'il y a quand même pas mal de femmes qui sont présentes ce matin. Parce qu'il fut un temps, pendant que nous on démarrait, on sortait de l'université. Je crois que j'ai eu ma licence en 2012. Et franchement, c'était compliqué parce que tu entres dans des salles où c'est des filières techniques, les statistiques, l'informatique de gestion. Sur 100 étudiants, tu as au plus 4 femmes. C'était vrai, c'était la réalité. Donc, nous, c'était dans ce temps-là qu'on a connu tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené vraiment à militer et à mettre en place des organisations et jusqu'à aujourd'hui à militer pour ça. Et j'ai aussi beaucoup d'autres consoeurs, beaucoup d'autres structures, beaucoup d'autres acteurs qui travaillent également à cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gap qu'on a dans ce domaine à propos des femmes, la représentation des femmes dans ce domaine, et ça a beaucoup changé, les chiffres ont beaucoup évolué. Donc, c'est vraiment ravi, on est vraiment ravis, on continue de travailler pour ça. Parce que c'est un domaine quand même qui a beaucoup d'opportunités. Je dis pour les femmes, c'est une grosse opportunité. Je vis l'expérience et je ne peux que partager ce qu'il y a du bon dedans parce que en étant femme avec le numérique à la maison, vous travaillez un peu avec aujourd'hui les technologies qui ont beaucoup avancé. Vous avez cette possibilité de travailler depuis la maison en gérant votre bébé, en gérant tout ce qui est de la famille et tout. Donc, c'est quand même une aubaine, c'est une grosse opportunité qu'il faut vraiment saisir en tant que femme. Alors, une opportunité que je pense que M. Oro a saisi sans doute. Vous êtes conseiller technique, numérique, entrepreneuriat à la GIZ. C'est quoi pour vous, je posais la question tout à l'heure à Madame Élodie, le numérique de façon terre à terre, si vous devez répondre à ce public? Le numérique, c'est quoi? C'est tout outil ou toute chose en fait qui vous permet, qui passe par Internet et qui permet de soit communiquer ou d'adresser une problématique, de répondre à un problème ou, comment dit-on, de joindre, de connecter des gens en fait. Ouais. Voilà. De base, on parle de TIC, technologie de l'information, de la communication, parce que derrière, ce sont des technologies que vous utilisez pour passer des informations, pour communiquer ou pour résoudre certaines problématiques, mais qui connectent toujours des gens. Basiquement, je pense que dit comme ça, tout le monde peut un peu se retrouver. Donc, qu'on soit la FSA, on peut utiliser des outils de technologie pour, par exemple, communiquer avec les agriculteurs ou pas. Qu'on soit dans le domaine de l'énergie renouvelable, on peut utiliser des technologies pour adresser sa cible. Donc, voilà. Quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, que vous soyez même à la flash, en littérature, que vous soyez en géographie. En fait, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de secteur dans lequel vous ne pouvez pas entreprendre numériquement, quel que soit votre bagage ou votre background, en fait. Voilà, très rapidement. Alors, tout outil technologique qu'on peut utiliser pour connecter des personnes, c'est bien ça, de façon terre à terre? Oui, pour connecter des personnes, voilà. Voilà. Alors, Monsieur Oro, on va rester avec vous. On veut bien comprendre ce parcours-là que vous avez eu de façon académique, de façon professionnelle. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau aujourd'hui d'être conseiller technique? J'insiste tout le temps là-dessus, à la GIZ. Je vais dire, moi, je suis chanceux. Je suis très chanceux. Moi, je dis souvent à la maison que moi, Dieu m'a béni. Et
je suis un privilégié aussi d'une certaine façon. Pourquoi? Moi, j'ai eu mon bac à Opié. Donc, j'ai fait partie d'une promotion où, en fait, j'ai côtoyé que des gens qui étaient assez quand même, je dirais, dans un environnement de bosseurs. En fait, pour qui connaît la réputation du collège Opié à l'époque où nous on y était. Aujourd'hui, comme moi je jette rétrospectivement le regard en arrière dans ma promotion avec ceux avec qui j'ai eu le bac, il y a aujourd'hui un avocat, il y a aujourd'hui un magistrat, ceux qui ont fait informatique, je ne les compte pas. On a aujourd'hui un député. En fait, genre, c'était une promo où, honnêtement, on s'amusait beaucoup, mais ça bossait, en fait, honnêtement, donc ça bossait. De base, j'ai voyagé, donc je suis parti au Maroc. Ma maman travaillait à l'hôtel Croix du Sud. Ça n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et quand je partais, moi, j'étais voué à aller faire une série gestion hôtelière. C'était ce que je devais faire au Maroc. Et, honnêtement, ça ne me branchait pas, mais bon, let's go. Donc, j'arrive, je vais à l'ambassade, et je leur dis, bah, écoutez, moi, de base, en fait, je m'étais inscrit pour faire une école de communication. Et là, on me dit, ouais, en fait, ton école information communication, là, oui, c'est sur concours, et bah, si tu passes le concours, que tu es admis, bah, tu pourras la faire. Effectivement, j'ai passé le concours de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. C'est un concours qui se fait en 2 phases. Il y a une session pour les Marocains, il y a une session pour les étrangers. Et il y a la session des étrangers, je pense qu'on était 74 ou 75 à avoir concouru. Et ils en ont retenu 2 Béninois, 2 Sénégalais et 1 Congolais. Voilà. Donc voilà comment moi, mon parcours a commencé. Donc, après mon diplôme, mon père voulait que je rentre. Moi, mon père, dans sa tête, rester à l'étranger, c'est pas... C'est pas trop... Non, 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 non. Lui, tu rentres, en tout cas. Donc, après, je rentre. Je suis rentré, je pense, en juillet. Et je fais 3 mois à Cotonou. J'étais là, mais je n'étais pas dans mon environnement parce que, bon, voilà. Et j'ai dit, en fait, moi, j'ai dit à mon père, je vais repartir. Il n'était pas très content, mais bon, je lui ai un peu forcé la main. Je suis reparti. Au Maroc? Oui, oui, au Maroc. Et, en fait, là encore, je vous parle de beaucoup de chance. Je décroche mon premier boulot dans une agence qui travaille avec la Commission de l'Union africaine. Donc, tout ce que j'ai fait au Maroc, la plupart de mon travail, c'était sur des thématiques liées à l'Union africaine, l'agenda 2063, des trucs du genre. Voilà. J'y ai travaillé 4 ans. Communication, tout ce qu'on veut et autres. Et au bout de 4 ans, en fait, j'étais fatigué. On a fait le choix de rentrer à Cotonou. Je suis rentré parce que justement, j'avais rencontré beaucoup, en fait, dans mes voyages, j'avais rencontré des autorités de l'époque. Mais tu fais, non mais rentre. En fait, il y avait tellement de promesses. Deuxième chose, les promesses dans ce pays québécois n'engagent que ceux qui y croient. Donc, ne croyez pas toujours aux promesses. Donc voilà, je fais le saut, je rentre parce que j'en avais marre. Je voulais être chez moi. Je voulais être près de mes parents. Et bouf, c'est écran noir en fait. Bref, ça a été une période assez difficile. Mais je ne suis pas resté, et c'est là où le numérique est assez important, je ne suis pas resté genre à la maison, dormir, manger le maïs de papa le matin et autres. J'ai créé une première entreprise. D'accord. J'ai créé une première entreprise. Et comme j'ai la chance, je vous l'ai dit, je suis très chanceux d'avoir de très bons amis, d'avoir des gens, trucs là. Le réseau aidant, tel ami te recommande à telle autre personne, tel te recommande à telle autre personne. Donc, de fil en aiguille, en fait, on fait appel à tes services. Même si ce n'est pas encore ce qu'il faut, mais ça permet de ne pas être oisif à la maison et de ne pas tendre la main. Donc, quand tu es habitué à avoir un salaire, que tu ne tendais plus la main, revenir tendre la main, c'est compliqué. Et donc, de pouvoir se débrouiller par soi-même un peu. Mais la chose, je pense, qui moi le plus aidé, c'était ma capacité à vite switcher, en fait. Donc, à suivre des formations en parallèle. Si je dois mettre sur un CV toutes les formations que j'ai suivies, je pense que les formations seules feront au moins 4 pages. Énorme. En termes de MOOC, Massive Online, Open Online Course, les cours en ligne, en fait, j'en ai tellement suivi, tellement. En fait, chaque fois que j'avais 1 heure ou 2 heures de libre, je suivais un cours. Et donc, c'est comme ça, moi, j'ai appris plein de choses qui ne sont pas de base, en fait, dans mon background de formation que j'ai eu à la base. Ensuite, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a la possibilité de rester à Cotonou, de passer des masters en ligne, en fait. Vous composez juste, vous vous déplacez juste pour composer. En fait, il y a tellement de possibilités. Moi, je les ai saisies. Et comment je viens à l'entrepreneuriat numérique, ça se fait le réseau. Ça se fait par le réseau parce que des amis avec qui j'ai fait Opié et le Maroc se réunissent en France, créent quelque chose qu'ils appellent Club Perspective Plus.
donc on se retrouve là. Et de Color Perspective Plus, il y a un programme qui sort qu'on appelle Solidarity. Donc Solidarity, c'était supposé être un incubateur, Fab Lab et autres. Donc je me retrouve à Solidarity justement, à accompagner le développement de Solidarity, mais aussi des entrepreneurs qui devaient venir mettre en place des programmes d'accompagnement et autres. Donc je fais un premier parcours à Solidarity. Le réseau, les gens pensent que le réseau, il tombe du ciel. En fait, les gens pensent que le réseau, on le retrouve quand on se met à travailler. C'est faux. Moi, la plupart de mes amis, c'est depuis les bancs. Votre meilleur réseau, honnêtement, c'est les gars qui sont avec vous sur le campus là et qui vous mangez gari en fait à midi. C'est votre meilleur réseau. Ouais. En fait, il ne viendra pas d'ailleurs. Il peut vous aider peut-être à grandir votre réseau. Vous avez l'obligation de sortir de votre zone de confort et d'élargir ce réseau-là. Mais vous, en fait, sans réseau, vous n'allez rien. Moi, en tout cas, mes meilleurs gars, ceux qui m'ont tendu des perches quand j'en avais besoin, c'était les gens avec qui j'ai fait, en fait. Alors, Monsieur Oro, merci beaucoup pour ce bref voilà, sur votre parcours. Madame Elodie, je vais revenir à vous. C'est tout autre parcours. Hein. Il y a plus un aspect que j'ai, parce que j'ai fait mes recherches. Vie associative, ça revient beaucoup dans la plupart de ce que vous faites. Alors, dites-nous clairement comment c'est parti Women in Tech Benin. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Quelle a été votre expérience et le déclic pour créer un réseau, si je veux dire aussi, pour aider les jeunes filles et les jeunes femmes à s'adapter un peu et à s'outiller par rapport au numérique? Ok, alors merci. Et comme M. Faouzan l'a dit, au départ, moi, je n'étais pas partie pour faire le numérique, pour faire une filière dans le numérique. Et bon, comme toute personne, après le bac, les premières personnes qui vous orientent, c'est votre environnement, c'est vos parents. Et ça a été vraiment une chance pour moi. Une chance, je dirais la grâce. Parce que moi, j'étais partie pour faire la pharmacie. Et j'ai mon frère qui est docteur en médecine, donc je voyais une entreprise familiale en quelque sorte. En quelque sorte. Mais bon, après le bac, j'ai mon père qui m'a dit « Tu iras faire informatique de gestion ». Moi, je ne connaissais rien de ça. J'ai eu mon bac en 2009, je crois. Et imaginez, en ce moment, je n'ai jamais touché à l'ordinateur. Je n'avais jamais touché à l'ordinateur. Et quand j'ai eu mon bac, j'étais admise dans 3, je ne sais pas, filières. Il y avait la FSS, il y avait l'ENAM, il y avait l'ENEAM. Parce que bon, il y a mon papa aussi qui travaillait dans l'administration. Il était DGA, c'est nous. Il a fait l'ENEAM, il a fait l'ENAM, il a fait la FSS, donc il était bien connu. Donc j'avais eu rapidement ma place et tout. Et j'avais le choix. Donc, quand je l'ai vu, il m'a invité au bureau, il était sur le campus ici, il travaille dans les administrations. Et il m'a invité, la première chose qu'il commence par faire, c'est de commencer par montrer l'ordinateur, de commencer par me parler de la filière, de commencer par m'intéresser à la chose. Je dis, mais informatique de gestion, c'est quoi? Il m'explique quelques trucs, je n'avais rien compris. Mais lui, il savait que j'allais faire ça. Bon, dans le temps, tu n'avais pas trop le choix non plus. Et donc, c'est une grâce pour moi. C'est comme ça que j'ai mis mes pieds à l'ENEAM. J'ai commencé l'informatique de gestion. Et j'ai aimé tout de suite la chose. Et quand j'étais à l'université, je commençais déjà par participer à des concours de programmation et que organisèrent, en tout cas, il y avait les packs entre les écoles, l'ENEAM, les packs, l'IFRI et tout. Donc, j'ai commencé par participer à tout ça parce que j'ai tellement aimé la chose. Et déjà, les professeurs entrant dans la salle, on te dit, bon, si tu es femme, là, on te dit direct, hein, les affaires de stéréotypes, on te dit direct que, bon, c'est impossible. Il ne faut pas être femme pour être ici. Hein, il faut être une bosseuse pour être ici. Et moi, naturellement, j'aimais aussi un peu les défis, les challenges. Donc, c'est comme ça que j'ai redoublé encore d'efforts et j'étais parmi les premiers jusqu'à la fin de mon cursus pour la licence. Donc, déjà à l'université, je participais beaucoup à la vie associative. J'ai fait à UESEC, j'ai commencé par faire des organisations, j'ai commencé par me renseigner auprès de mes aînés.
Parce que nous, on était, je suppose, en première année. Donc, en deuxième année, on avait des aînés. Donc, je me rapprochais de ces personnes-là pour leur demander comment ça se passe. Et, ils me partageaient beaucoup de choses. Il y a d'autres qui disent, mais écoute, quand tu finis la licence, ne va pas travailler dans une entreprise. Parce que si tu vas dans des administrations, tu vas être maintenancier. Tu ne vas pas vraiment, en fait, te rendre meilleur. Tu ne vas pas vraiment apprendre. Donc, j'avais tout ça dans ma tête. Et quand j'ai eu ma licence, mon papa m'a trouvé un travail direct. Il me dit, Elodie, viens travailler dans l'administration parce que je suis dans l'administration. Et je lui ai dit, papa, je ne pourrai pas travailler dans l'administration. J'irai dans un cabinet de programmation parce que là-bas, on apprend. Il dit, mais là-bas, est-ce qu'on va te payer? Je dis, là où j'ai déjà identifié, on ne me paye pas et je devrais quitter Cotonou, Fille-Rosset, pour pas loin. Et on ne me paye pas, mais j'ai des amis là-bas, j'ai des collègues, j'ai des aînés qui sont déjà là, auprès de qui je peux apprendre. Et il me dit, d'accord, mais écoute, nous, on te coupe tout. Parce qu'il voulait m'obliger à travailler dans l'administration. Donc, on m'a coupé tout, effectivement. Donc, je me suis reposée sur mes frères aînés qui travaillaient déjà et qui m'ont soutenue. Donc, avec les peu de moyens, j'allais là-bas et j'ai appris. J'ai travaillé dans un cabinet de programmation pendant une année pour mieux me perfectionner. Et pendant ce temps, je militais dans des associations. Comme je vous ai dit, je militais beaucoup dans les associations comme les GDG, les Google, les Women Tech Makers, Solidarity. Ça a été des réseaux qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont façonné. Vraiment, c'est des plateformes qui aident énormément. Donc, c'est là, moi, j'ai commencé par apprendre vraiment à programmer, à rencontrer des gens. Comme on le dit, le réseau, c'est important. Donc, à connecter avec des personnes qui partageaient la même vision que moi. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, il n'y avait que des hommes. Donc, il fallait faire avec parce que je savais ce que je cherchais. Donc, je faisais vraiment avec tout ce qu'il y a autour. Oui. Et en 2014, j'ai participé à un concours qui s'appelle MTN App Challenge. Et suite à un ami qui m'a recommandé cela et tout. Et dans le temps, c'était pour développer des applications mobiles. Moi, je ne développais pas d'applications mobiles. L'ami m'a dit, postule quand même. Effectivement, j'ai postulé parce que j'aimais vraiment les challenges de tout ce qui est, en fait, aller comprendre de nouvelles choses, aller apprendre de nouvelles choses dans le domaine du numérique qui me passionnait beaucoup. Donc, c'est comme ça que j'ai postulé, j'ai fait le parcours, on a fait des tests sur des tests. Et finalement, sur plus de 400 personnes, et parmi ces 400, on n'avait que 4 femmes. Wow. Donc, sur plus de 400 personnes, il y a 25 qui ont été retenues, et je faisais parmi les 25, j'étais la seule jeune femme dans le temps. Je pense que ça s'applaudit, non? Donc, c'est là où tout a vraiment commencé, parce que de nature timide, c'est vrai que je travaillais, mais j'étais très timide. Venir devant un public parler, franchement, ce n'était pas moi. J'étais cette jeune femme qui était derrière son ordinateur et qui travaillait seulement. Et donc, il y avait les projecteurs qui étaient sur moi. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose parce que j'étais la seule femme carrément. Et je dirais ça a été sur inspiration aussi. Je faisais beaucoup de formations sur le leadership, sur la vision, c'est quoi la mission de vie et tout. Donc, j'ai commencé par rassembler des puzzles et j'ai dit, mais... Il faut créer Women in Tech Benin. Oui, j'ai compris qu'en fait, il faut créer quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Women in Tech. J'étais celle-là qui voudrait être tout le temps en contact avec les autres, leur apporter quelque chose. Donc, m'enfermer dans une entreprise, c'est comme si on me privait de quelque chose. Alors qu'en temps, on allait dans les écoles, nous-mêmes, on allait dans les écoles, ce qu'on nous a appris à l'université là, on allait dans les écoles, on rassemblait les jeunes étudiantes, on leur disait venez, on va vous apprendre, on leur faisait des petits cafés et tout, et on leur enseignait ce que nous on connaissait, les recherches qu'on avait faites sur Internet, on leur enseignait, on leur transmettait ça, juste pour leur transmettre la passion de pouvoir venir dans le domaine. Ça n'a pas été facile, donc de fil en aiguille, voilà, j'ai créé Women in Tech qui a commencé par former des filles, des femmes au métier du numérique. Et avec tout ce parcours, c'est comme ça qu'en 2021, il y a une communauté qui est venue, donc une communauté qui s'appelle Women in Tech Benin. Et pour être à la tête de cette communauté,
je crois que j'ai aussi le profil qu'il fallait parce que je m'étais déjà préparée. Parce que c'est vrai, vous aurez des opportunités qui vont surgir dans votre vie. Mais quand vous n'êtes pas préparé, vous allez les rater tout simplement. Être à la tête de la communauté, ça a été un gros défi pour moi. Okay. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. On va revenir au défi. Voilà. J'ai une question quand même très importante parce que là, tout à l'heure, le temps nous court après. Monsieur Oro, le thème de cette émission, c'est développer en fait entrepreneuriat et compétences secteur. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Comment est-ce qu'il faut s'adapter à l'avancement aujourd'hui du numérique et tout ça? Comment est-ce qu'on peut créer des opportunités pour soi, selon vous? En fait, la dame, si elle a le chic de poser des questions qui sont lourdes, en fait, ce n'est pas une question qui te demande une réponse en une phrase. Oui. Nous avons à la GIZ publié, je pense, ça fait un mois? Un mois. Nous avons publié une étude que nous avons menée pendant une année quand même, qui nous a pris assez de temps, sur l'état des lieux de l'écosystème digital et de l'entrepreneuriat numérique au Bénin. Et dans cette étude, nous avons essayé d'aborder aussi la question des ressources humaines, des compétences. Est-ce que les entreprises numériques au Bénin ont les compétences qu'il faut pour grandir? Est-ce que les entrepreneurs arrivent à recruter facilement? Et est-ce qu'ils arrivent à trouver, ou est-ce que les personnes intéressées arrivent à trouver les formations qu'il leur faut dans l'écosystème? Donc, je vais essayer juste de partager un peu à partir des résultats de cette étude avec vous. Ça marche. Première chose, pour ceux qui veulent être entrepreneurs, on n'a pas forcément besoin d'avoir étudié informatique pour être entrepreneur numérique. Ôtez-vous cela de la tête. Mais vous avez besoin de vous mettre à jour sur plein de choses. Premier point. Quand on parle de numérique, il y a tout un écosystème derrière. Quand on parle d'entrepreneuriat numérique, il y a tout un écosystème. Quand vous prenez une start-up, par exemple, qui est en démarrage, ou même une entreprise numérique qui est déjà confirmée, vous avez les métiers classiques auxquels vous vous attendez, avoir un développeur web ou un développeur mobile, avoir des ingénieurs sécu ou quelque chose du genre, ou les choses du genre. Mais vous avez aussi d'autres profils qui ne sont pas techniquement du code, mais qui relèvent aussi du numérique. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les designers UI UX. Les designers UI UX. User Interface User Experience. Vous ne faites pas de solution digitale aujourd'hui sans designer. Vous avez ce qu'on appelle le digital marketing, qui est aujourd'hui hyper important. Vous avez tout ce qui est web, graphisme web et autres. En fait, vous avez tout ce qui est, on parle d'inbound marketing, mais bon, c'est pas unique, c'est pas spécifique au numérique, mais vous avez cela. Vous avez plein de métiers, de support métiers qui sont indispensables pour le secteur du numérique et sans lesquels en fait un entrepreneur numérique n'avance pas. Et c'est en cela que moi j'aimerais vous inviter en fait à chercher. J'ai vu passer des capsules sur Facebook, tapez Foforo, c'est Roland Mbadji. C'est une très bonne initiative qui essaie de présenter des profils que vous pouvez suivre ou des métiers que vous pouvez faire, pas forcément en allant à l'université, mais en apprenant par vous-même en autodidacte, et qui recrute énormément. Il a commencé par son propre profil, il est designer. Ensuite, il a vu passer le profil d'un, comment on appelle ça, graphiste, motion graphiste. Okay. Ensuite, il a vu passer le profil d'un data scientist. Aujourd'hui, data science, ça recrute. Le Bénin a lancé, il n'y a pas très longtemps, sa stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées, qui est au cœur même de ce que le ministère fait et qui a vocation justement à créer de nouveaux emplois. On parle d'intelligence artificielle. Donc, vous avez énormément de métiers ou de sous-secteurs dans le domaine du numérique qui recrutent et qui appellent de votre part justement beaucoup de recherches pour comprendre. Il n'y a pas forcément besoin d'aller faire l'IFRI, l'EPAC ou autre pour dire je veux exercer dans le secteur du numérique, mais il y a forcément besoin pour vous et par vous d'aller chercher, d'aller demander. Moi, quand j'écoutais le parcours d'Élodie, il y a deux choses que j'ai retenues. C'est le lien qu'elle faisait avec les aînés, ceux qui sont devant elle, pour demander à chaque fois qu'en est-il, comment vous faites, qu'est-ce que vous pensez, et les conseils qu'elle en tirait. Si vous gardez ce lien de demander, tout le monde ne vous dira pas ce qu'il faut vous dire, mais quand même de demander, de continuer à demander, de chercher par vous-même. Moi, je suis sidéré par notre capacité, en tout cas pas la capacité de notre jeunesse, à activer des forfaits de 100 francs, 200, mais pour aller uniquement sur TikTok ou pour aller uniquement sur Facebook. La plupart des gens, quand ils m'écrivent, moi je dis hey, mec, Google est ton ami.
sérieusement, vous avez énormément de ressources en fait, en tapant juste sur Google en fait une simple phrase, qu'est-ce que, à partir de qu'est-ce que là, et de ce qui va suivre, vous aurez tellement d'éléments qui vont vous envoyer aller chercher ailleurs, aller demander conseil à telle personne. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens au Bénin qui se sont auto-formés et qui peuvent facilement vous orienter vers des cursus, vers des modules, vers des formations que vous allez trouver en ligne qui vont permettre d'acquérir des compétences réellement robustes et de devenir indispensables sur le marché. La plupart des développeurs que moi j'ai connus à Etrelabs, qui étaient hyper bons, n'ont pas fait d'université, n'ont pas étudié à l'université. Soit ils ont commencé et peut-être pour des raisons de santé, ils ont abandonné, soit ils n'ont même pas étudié l'informatique. Beaucoup d'entre vous ici, si je dis Louis Chaussou, vont dire « Ah oui, on connaît Louis Chaussou, mais Louis Chaussou n'a pas étudié l'informatique à l'université comme nous. » En fait, il a un autodidacte. Et quand je vois le niveau de compétences auquel qu'il a atteint, ce qu'il arrive à créer, à faire autour de lui, en fait, c'est impactant. Moi, j'aimerais donner un autre exemple, qu'il m'excuse que je le sors de l'anonymat, mais Basile Barencio, Basile, pour moi, un magnifique développeur. Mais Basile n'a pas appris ce qu'il a appris à l'université. Et moi, ce qui me sidère, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui vont vers Basile pour apprendre. J'ai rencontré plein de gens là-bas. Il y a Naël, en fait, qui est un designer UI/UX qui ne l'a pas appris à l'université. L'un des meilleurs aujourd'hui. Les gens dont je vous parle, les noms que je vous sors, sont des gens qui sont au Bénin, mais qui travaillent pour des boîtes hors du Bénin, qui travaillent pour des startups qui sont aux États-Unis, qui travaillent pour des startups qui sont en Europe, mais qui n'ont jamais fait une université. Je ne vous décourage pas de faire des universités. Il faut qu'on se comprenne. C'est important d'avoir un diplôme. Comme je dis souvent, le diplôme ne périme pas. C'est important. Mais c'est encore plus important d'avoir des compétences, de réelles compétences derrière. Ce n'est pas parce que je suis inscrit, je ne sais pas, en sociologie ou en anglais, que je ne peux pas développer d'autres compétences techniques derrière, qui viennent en complément à mon inscription en anglais. Ce n'est pas parce que je suis ingénieur en sciences agronomiques que je ne peux pas aller chercher d'autres compétences derrière. Il faut en fait que vous ayez une idée de vous dire, je fais telle filière, mais je peux développer, acquérir d'autres compétences dans le secteur du numérique qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Et pour cela, c'est que de base, vous avez défini vos objectifs, ça part de là. Vous avez défini vers quoi vous voulez aller et vous avez essayé de discuter avec des aînés qui vont vous dire, fais telle formation, va lire telle, va sur Coursera, va sur Udemy, va sur si, tu trouveras tel module, tel cours, et à partir de là, vous pourrez construire votre propre capacité, votre propre profil avec et aller de l'avant. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous venez de le dire dans ce que vous aviez dit, vous avez parlé de TikTok, de Facebook, Instagram. Ouais, c'est nous les jeunes, on est très accrochés à ça. Vu que c'est notre chose, TikTok, Facebook, Instagram et autres, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour quand même ne plus prendre ça pour juste divertir? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils-là? Puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus dire à un jeune de se passer de TikTok. On ne peut plus lui dire de se passer de Facebook ou d'Instagram. Alors, je pose la question à Madame Elodie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là pour quand même gagner de ça et non juste prendre ça pour se divertir? Ok, alors c'est très important de voir. Effectivement, c'est des outils qui sont dans notre quotidien. Et comment est-ce qu'on peut tirer avantage de tout ça? Ce matin, je suis venue à Cotonou à 4h, vers 4h du matin, parce que j'étais à Parakou depuis une semaine en tant que consultante sur une activité de l'entrepreneuriat social numérique à l'endroit des jeunes filles d'une organisation internationale. Donc là-bas, je parlais justement de ça parce que je les déconseillais même parce qu'on était en activité, vous allez voir qu'elles disent bon, je n'ai pas Internet, je ne peux pas utiliser tel outil que vous venez de m'apprendre. Mais dans le même temps, tu vois la jeune femme qui est sur Facebook, qui est sur TikTok, mais n'a pas Internet pour aller sur Canva, pour créer un visuel sur Canva. Donc franchement, moi j'ai été très très stricte dessus avec elles. Je leur ai montré qu'elles sont en train de perdre vraiment leur temps, de perdre leur jeunesse et de perdre beaucoup d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, moi je suis entrepreneur numérique, n'est-ce pas? J'ai d'autres passions.
j'ai d'autres idées d'entreprise. Je ne vais pas vous les dire tous ici, mais j'aime aussi beaucoup la mode. Et TikTok, qu'est-ce que moi j'en ai fait? Aujourd'hui, j'ai 2 chaînes TikTok. J'ai une chaîne qui est dans le leadership, confiance en soi et tout. Et j'ai une autre qui est dans la mode. Et ce que je fais, j'ai suivi aussi beaucoup la dame Nana Was. J'ai commencé par la suivre récemment. Et elle a fait même un truc, ils ont fait un meet-up au Togo. J'ai pris moi-même, je me suis déplacée moi-même pour aller là, juste l'écouter. Et elle disait qu'elle a commencé par écrire juste des articles. Comment elle a commencé? Elle commençait juste par écrire des articles, à poster ce qu'elle aime dans la mode. Sur Facebook. Sur Facebook et tout. Et c'est comme ça a pris. Et c'est comme ça qu'elle a créé Nana Was aujourd'hui. Vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas, quand j'ai le temps, je prends des modèles sur Pinterest ou Instagram. Je vais prendre des modèles qui m'inspirent grave. Par exemple, des modèles qui sont dans le domaine professionnel pour les mariages. Et je conçois une petite vidéo, juste une petite vidéo de 1 minute, et je dépose. Et les gens viennent, les gens aiment, les gens mettent en favori, d'autres demandent même, c'est à combien est-ce que vous en avez en stock? Alors que je ne fais pas ça. Pour moi, c'est juste une passion, je mets là. Mais je sais que d'ici quelques années, j'aurai une entreprise dans ce domaine-là. Donc, vous devriez penser un peu business quand vous êtes sur les réseaux sociaux. N'allez pas sur les réseaux sociaux pour scroller, pour regarder le profil d'un tel. On vient de vous dire, il y a tellement de certifications en ligne. Quand vous prenez LinkedIn offre des formations, des meilleures formations. Et vous avez des certifications que vous pouvez vraiment valoriser, qui sont reconnues, des compétences qui sont reconnues. Donc, il faut que vous sortez de cette habitude d'aller juste pour les informations, qu'est-ce qui se passe sur la toile et tout. Ou les challenges. Exactement. Si vous permettez. Oui, monsieur. Moi, je ne vais pas être aussi radical que Madame Élodie. Élodie. Ce que je peux vous dire, c'est bon de se distraire, c'est important. On ne va pas s'enfermer à « je veux apprendre ». Non, Facebook, c'est bon de se distraire de temps en temps. Mais ça ne doit pas être pour prendre la majorité de votre temps. De votre temps, oui. Moi, quand je vais sur Twitter, honnêtement, je ne vois... Souvent, il y a des buzz dans le pays, je ne suis pas informé. Parce que je ne verrai pas. Je suis des gens... En fait, la plupart des gens, quand moi je regarde, quand je défile, mon fil, d'actualité. C'est comment... en fait, les nouvelles astuces sur Excel, c'est tuto pour tel... Et c'est comme ça, en fait, que vous vous informez aussi des nouvelles choses, en fait, qu'il y a. Parce que, quelle que soit la... Vous n'aurez pas forcément toujours toutes les dernières informations, mais en suivant les bons comptes, les bons profils et les bonnes personnes, quand vous connectez, vous avez accès à la bonne information. Et c'est cela l'important avec les réseaux sociaux, en fait. Identifier des personnes intéressantes localement déjà, puis internationalement dans ce que vous voulez faire. N'utilisez pas les Wi-Fi disponibles pour vous amuser. Profitez-en pour créer quelque chose qui vont être utiles pour vous. C'est tout ce qu'on veut dire. S'amuser, c'est intéressant, c'est bon, oui. Mais il faut avoir un ratio qui vous permette de tirer le meilleur de ces outils-là. C'est ça le plus important. Alors, comment est-ce que vous avez pu tirer le meilleur de tous ces outils-là pour aujourd'hui devenir conseiller technique à la GIZ? Quel a été votre secret? Je vous l'ai dit, moi, Google est mon ami. Honnêtement, en fait, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis hyper longtemps, Google est mon ami. Avant de parler... Une astuce. Moi, j'ai par exemple créé des alertes. J'ai pris des mots-clés et j'ai créé des alertes. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau ou une information importante par rapport à cette alerte-là, je reçois un mail en fait, dans ma boîte mail pour dire, en fait, si tu es l'alerte, voilà ce qu'il y a. Ce qui fait que, honnêtement, moi, sur tout ce qui est entrepreneuriat numérique, une start-up qui lève une start-up africaine qui lève des fonds, j'ai l'info dans l'heure que c'est publié parce que j'ai mis des tags dessus. Une SAEI au Bénin ou à l'international, une grande structure, White Combinator, Station F, Seedstar, en fait, qui fait une publication ou qui publie un nouvel article, je l'ai en fait. Les entrepreneurs africains numériques à succès, par exemple, qui font des podcasts, Moulay par exemple, qui sortent une nouvelle séquence, j'ai l'information automatiquement parce que j'ai créé des alertes en fait sur des thématiques qui m'intéressent afin que dès qu'il y a une information relative à cela, j'en sois. Voilà. Ouais. Et moi, quand je rentre le soir, que j'ai un petit temps, la première chose,
c'est de revoir, de voir qu'est-ce qui est intéressant rapidement, qu'est-ce qui est nouveau que je ne connais pas, de lire, d'apprendre et de passer. En fait, c'est comme ça. Qu'on apprend, qu'on gagne. En tout cas, qu'on gagne. Et c'est comme ça que quand vous postulez à un poste, que vous allez peut-être en entretien ou autre, vous discutez, on se dit, ah ouais, mais lui, il a du bagage. C'est comme ça que vous aurez un peu plus de bagage que l'autre concurrent ou que l'autre. En fait, c'est comme ça que vous créez votre bagage. Et que quand vous travaillez, parce que vous avez lu, vous avez vu, vous avez appris, vous mettez en œuvre, vous avez des idées, vous avez, en fait, vous innovez en fait dans ce que vous faites. Et ça fait de vous en fait quelqu'un qui a du succès ou bien qui réussit dans ce qu'il fait. Mais c'est parce que vous lisez, vous lisez, vous lisez. Alors, vous venez de le dire tout à l'heure, il faut être fou, tout n'est pas rose, il faut travailler et il faut surtout, dans son domaine, essayer de chercher à voir ce qui se passe au-delà, suivre des personnes pour se faire former, etc. Mais j'aimerais revenir sur un aspect important. Nous avons des jeunes en face de nous. Il ne faut pas seulement qu'ils pensent que oui, Madame Mélodie aujourd'hui est à la tête de deux grandes organisations, Monsieur à la GIZ. Il y a eu certainement des challenges que vous avez rencontrés. On n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que vous pouvez nous dire, partager avec nous? J'arrive, avant d'aller au challenge. Oui. Un point, oubliez l'argent. Non, je suis sérieux, oubliez l'argent. Quand je le dis comme ça, vous allez dire oui, bon, peut-être que lui, il est à l'aise, il peut nous dire oubliez l'argent. Mais très honnêtement, oubliez l'argent. Concentrez-vous sur comment avoir du succès. Gagner, formation. Un de mes anciens patrons avait une phrase, money is a bad product of success. L'argent vient après le succès. Visez le succès. C'est très simple. Honnêtement, allez à la GIZ, allez, je ne sais pas, aux Nations Unies ou autres. Derrière, oui, vous aurez peut-être un salaire conséquent. Mais vous n'y allez pas parce que vous visez le salaire. Vous y allez parce que vous avez un certain succès professionnel, parce que vous avez certaines capacités. Et c'est ça qui vous permet d'atteindre ce niveau-là. Elodie aujourd'hui dit qu'elle est beaucoup plus connue, qu'elle a plus de notoriété, mais elle est arrivée là parce qu'elle a créé Women in Tech il y a longtemps. Bien sûr. Parce que dans son coin, elle dit j'étais dans mon coin, mais dans son coin, elle faisait des choses, des gens la voyaient faire. On se dit, ah mais elle tombait. Si quelqu'un vous dit, j'ai jamais, en fait, ceux qui vous font des discours de oui, je suis parti de zéro, après j'ai construit ici. Héros. Bullshit, honnêtement. Il n'y a pas de parcours. Ne visez, en fait, n'ayez pas peur d'échouer, de tomber. Excusez-moi, la vie est une suite d'échecs. Vous échouez, vous apprenez, vous vous relevez. Visez les compétences, visez le succès. Le succès d'abord, l'argent après. Madame Mélodie, on a juste 1 minute ou 2, partagez une expérience avec nous, un challenge que vous avez essayé de relever par rapport au numérique, par rapport à votre travail et qui sera peut-être utile pour les étudiants en face de nous. Bon, le challenge que moi j'ai relevé, dont je suis le plus fière, est déjà, comme je l'ai déjà dit, le MTN App Challenge, où j'étais parmi les 25, j'étais la seule femme. Mais à la fin, on a plusieurs, il y avait 5 catégories. Donc, on devrait primer chaque catégorie par une personne. Donc, 5 personnes devraient sortir et aller à Dubaï, etc. Je n'étais pas les premiers, ou bien je n'étais pas la première de ma catégorie, mais cela a créé tout un changement dans mon système de pensée. Et je suis fière de ça. C'est vrai que je n'ai pas été la première, j'étais la seule femme. On pouvait dire, bon, elle est la seule femme. Il y a même un prix de coup de cœur. Je n'ai pas eu le prix de coup de cœur. On pouvait dire que, bon, on pouvait donner... Mais moi, le défi que j'ai relevé, pendant tout ce parcours, ce que j'ai eu à apprendre, c'est énorme pour moi. Et ça je dirais, ça fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Le deuxième, c'est pour la communauté Women in Tech. Et j'avais accouché nouvellement, en fait. C'était mon premier geste. Et mon bébé avait 1 mois. Donc, il fallait quitter Cotonou pour Grand Popo ou bien Cotonou pour Boycon. Et vraiment, c'était très challengeant parce que je venais dans un nouveau monde, inconnu, avec tous ces challenges, aucun conseil autour. Donc, il fallait apprendre moi-même. Maintenant, dans tout ça, on te dit, bon, tu te jettes encore dans les affaires de communauté. J'ai déjà fait des communautés, je sais ce que ça veut dire. Et on te dit maintenant, tu te jettes dans les affaires de communauté. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que pour les femmes. Je l'ai fait parce que je me dis, je peux apporter un changement, je peux répondre à quelque chose. C'était la seule motivation. Et ça, j'ai commencé, ça n'a pas été du tout facile avec un bébé d'1 mois. Avec des missions presque toutes les semaines.
Et voilà, donc ça a été vraiment... Et ça fait un autre déclic en moi. Parce que ça m'amène à passer un autre cap de mon parcours, de ma vie entrepreneuriale. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore renforcé la confiance que j'ai en moi. J'ai vu que j'avais beaucoup de capacités que j'ignorais, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, je transmets même au niveau de ma propre structure. Donc, voilà, pour moi, c'est les gros défis que j'ai eu à relever, dont je suis vraiment fière. Il y a une petite question qu'on n'a pas abordée par rapport à Women in EdTech d'abord et Women in Tech. Quelles sont les compétences que vous essayez quand même de créer au niveau des jeunes filles, et quelles ont été déjà les activités phares que vous avez opérées au sein de votre association, de votre organisation? Au niveau de Women in Tech, aujourd'hui, on a formé un peu près de 1000 filles et femmes au métier du numérique. Women in Tech Bénin, on a touché près de 5000, 6000 femmes sur tout le territoire national du Bénin. Et quand je dis toucher, c'est des personnes qui ont... Merci. C'est des personnes qui ont participé une fois à nos activités. Je parle par exemple des formations par exemple dans le marketing digital, des formations sur le leadership, des ateliers pour pouvoir vraiment montrer, faire une lumière sur les métiers du numérique et tout. Et aujourd'hui, au niveau de Women in Tech, nous avons lancé un programme qui est de former 1000 femmes dans les métiers de l'IA et des big data. Et la première cohorte commence en septembre prochain avec 40 personnes. Et on a pour objectif de vraiment mettre des modules en ligne pour rendre accessible à tout le monde, parce qu'on a eu des demandes de partout, de Canada, des États-Unis, de partout. Et donc, voilà un peu les métiers dans lesquels nous formons. Aujourd'hui, nous avons l'IA, on a les big data qui sont des nouveaux métiers qui sont en train de s'imposer et des métiers d'avenir, je vais dire. Donc, voilà, on innove à chaque fois, on innove à chaque moment, parce que quand on parle des réseaux sociaux, les influenceurs, il y a de nouveaux métiers qui se créent, oui. Comme par exemple l'audiovisuel qui a pris un autre tournure, totalement. Comme c'est pas les métiers traditionnels comme le make-up, la coiffure. Aujourd'hui, ça a pris toute une autre tournure à cause des influenceurs. Aujourd'hui, tout le monde veut être joli, très bien, et veut avoir de nouvelles coiffures et tout. Et quand je prends la coiffure, en temps, on faisait des tresses, mais aujourd'hui, on est passé aux perruques. On est passé pour les tresses, même on peut faire des perruques pour ça. Sûr, oui. Vous voyez, donc il faut voir quelles sont les tendances, comme M. Oro l'a dit, quelles sont les nouvelles tendances, lire, innover par rapport à ce que vous faites déjà hier. Vous étiez en train de faire hier. Il y a de nouvelles formations qui naissent. Faites des recherches par rapport à ça. Et allez dans ce sens, allez formez-vous, ayez des certifications dans ces domaines-là pour mieux vous positionner et pouvoir faire face à plusieurs opportunités à la fois. Donc, c'est un peu ça. Voilà, oser lire, se faire former parallèlement à la formation qu'on suit déjà à l'université, suivre des gens qui sont dans son domaine, demander conseil parce que vous êtes parti sur cette base-là pour arriver à là où vous êtes. Alors, on va passer maintenant la parole au public, à nos chers étudiants, bacheliers, boursiers de la Fondation Master4, simples étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi qui ont effectué le déplacement. Et donc, je suis sûre qu'ils ont des questions très, très pertinentes à vous poser. Vous avez écouté les invités, vous avez écouté leur partage d'expérience. C'est à vous maintenant de poser des questions. Comme le disait M. Cadmiel, puiser tout ce qu'il y a à puiser. Voilà, ils sont là. Il faut les déplumer de tout et de tout. Donc, on va passer la parole donc, aux étudiants. Alors, la première question est de Fiacre Aynon. Comment lancer une entreprise? Je vais essayer de lui répondre en 2 points rapidement. Il y a 1000 façons de lancer une entreprise numérique. Et Google est ton ami. Google est ton ami. Non, plus sérieusement, nous travaillons en tout cas, nous actuellement au niveau de la GZ, sur ce que nous avons appelé le guide de l'entrepreneur digital. Donc, si tout va bien et que nous n'avons pas de retard particulier, normalement d'ici à la fin du mois d'octobre ou début novembre, nous allons pouvoir lancer ce guide-là. Et à travers ce guide, vous aurez toutes les réponses normalement à
comment je me lance en entrepreneuriat ou si je suis entrepreneur, comment je fais grandir mon entreprise ou ma start-up digitale. Donc, je lui dirais de suivre nos actualités et une fois que nous aurons lancé ce guide, de pouvoir le télécharger et le lire posément. Mais deux choses. Qui parle d'entreprise parle de solutions ou de services. Ça veut dire que vous résolvez un problème, vous apportez une réponse à un problème. Donc, la première chose, une entreprise, ça part d'une idée. Et on parle, premièrement, de savoir valider son idée. Ce n'est pas parce que j'ai mon ami qui a tel problème que ce problème est forcément un problème rentable ou c'est un problème que rencontre la communauté ou suffisamment de personnes pour en faire un problème rentable sur lequel tu lances un business. Donc, il y a tout un process, toute une procédure pour valider son idée, en fait. Aujourd'hui, vous avez par exemple des SAI, des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, dont le focus est sur la validation de l'idéation, donc la validation de l'idée. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le prototypage. En fait, tu as ton idée, tu as validé l'idée, tu passes au prototypage. Comment un premier modèle de ta solution que tu mets sur le marché pour que les gens puissent tester, et ainsi de suite. Donc, on lance, en fait, je ne peux pas me lever et te dire voilà comment on lance une entreprise. Il n'y a pas de solution magique pour cela, mais il y a que toute entreprise, toute solution ou tout service doit répondre à un besoin identifié. Ce besoin doit répondre à une cible que vous connaissez parfaitement et qui est en mesure, qui est prête à payer pour ce problème que vous avez identifié là. Alors, la seconde question. Je suis jeune. Quelle est la recommandation que vous me faites? Je suis en fin de formation par rapport au numérique, les opportunités, les financements. Il a même allé jusqu'à demander si on peut financer des startups. Alors, c'est une question quand même qui va en droite ligne avec une question que je n'ai pas posée ici sur mon conducteur, qui est de savoir quels sont les besoins du secteur numérique au Bénin et quels sont les acteurs, les priorités du gouvernement, c'est-à-dire au Bénin ici. Okay. Bon, on va commencer tout basiquement. Voilà, on va répondre tout basiquement. Ni Elodie, en tout cas Elodie ni moi, ne sommes de gouvernement. On commence par là. Donc, nous ne sommes pas habilités à venir parler au nom du gouvernement. On est d'accord. Donc, on ne peut pas vous dire que le gouvernement a prévu ci, a prévu cela. Ce n'est pas notre rôle. Maintenant, on peut vous partager les informations que nous avons. Ce qui sort du cadre de parler au nom du gouvernement. Vous avez, si vous suivez l'actualité, vous allez remarquer qu'il y a une réforme qui a démarré il y a un peu plus d'un an, de tout ce qui est appui que le gouvernement apporte au secteur de l'entrepreneuriat, notamment des PME. Il y a eu une réforme qui a consisté à la création d'un guichet unique. Avant, vous aviez, au niveau du ministère du numérique, par exemple, ce qu'on appelle le FAN, le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, vous avez plein d'autres choses. Vous avez au niveau du MPME, par exemple, le FNPEJ, vous avez plein d'autres initiatives du genre. Aujourd'hui, le gouvernement a réuni toutes ces initiatives qui vont vers les PME en une seule. Entendez, légalement, au Bénin, une PME, que vous soyez dans le secteur numérique ou pas, l'État ne fait pas de distinguo, est toute entreprise qui fait un chiffre d'affaires en deçà de 2 milliards. Donc, entre 0 et 2 milliards, vous êtes une PME. Le gouvernement a lancé la création de l'ADPME, l'Agence de développement des PME. Des informations que j'ai, il doit y avoir un guichet une direction au sein de cette agence qui traitera de ce qui est entrepreneuriat numérique. Maintenant, sur la question du financement, et Elodie complétera. Oubliez le financement. Pourquoi tous les jeunes qui entreprennent ou qui veulent entreprendre réfléchissent toujours financement? Ça biaise en fait la réflexion et le management de base. De telle sorte que tout ce que vous fassiez, vous êtes toujours dans une logique de j'ai besoin de financement, alors que peut-être au niveau où vous êtes, vous n'avez pas forcément besoin de financement. La plupart des entreprises, en tout cas au Bénin, je ne pense pas qu'on ait, on n'en a pas, mais j'attends qu'on me démontre, un fonds qui finance les idées. Ça n'existe pas. Est-ce que vous connaissez un VC au Bénin qui finance les idées? Ça n'existe pas. Ailleurs, vous pouvez en trouver. Au Bénin, ça n'existe pas. Vous avez une idée, allez réunir ce qu'on appelle les love money. Love money, il y a quoi dedans? Il y a love, ou bien money. Love, c'est quoi? Amour. C'est-à-dire l'argent que vous pouvez collecter auprès des gens qui vous aiment. Papa, maman, tonton, oncle, cousin, grand frère, grande sœur, ou même vos économies. On oublie souvent que c'est du financement aussi. Vous voulez vous lancer, commencez par cela. Si vous voulez aller lever des fonds, commencez par démontrer que votre entreprise marche.
On parle de traction, c'est le terme technique. Que votre produit est utilisé par des clients et que vous avez de l'argent qui rentre. Mais il y a des gens, ils ont des solutions. Ils sont toujours dans le moins, ils n'ont aucune traction. Et c'est eux qui veulent lever de l'argent, du financement. Tu veux lever quoi? Où? Comment? Soyons honnêtes. Oubliez le financement. Travaillez sur votre solution. Travaillez sur votre clientèle. Travaillez sur comment aller sur le marché, comment obtenir vos premiers clients, comment répondre aux besoins des clients. Le retour, qu'est-ce que les clients disent du produit, comment j'améliore le produit, comment je pivote si ma solution n'est pas la solution qui est attendue par ma cible, comment je pivote pour répondre aux besoins et comment j'arrive à avoir une bonne traction. Basiquement. Et quand vous avez ça, la question du financement va venir plus tard. Je m'arrête là. Madame Elodie. Je suis tout à fait d'accord. Ça empêche beaucoup de jeunes à faire sortir le génie qui est en eux, à faire sortir leur entreprise en fait. Ils attendent le financement. Franchement, ne mettez pas vos pensées là, parce que quand vous ne mettez pas vos pensées là, vous allez voir que vous allez mieux avancer, vous allez mieux développer vos idées. Ce dont vous avez besoin au départ, c'est d'un accompagnement. Okay? C'est d'un accompagnement, c'est des formations, c'est des orientations. C'est de ça que vous avez besoin au départ. Les startups qui sont en expansion aujourd'hui, qui ont du chiffre, que les gens financent aujourd'hui, vont tous vous dire qu'ils n'ont pas commencé parce qu'on... Non. C'est leur propre économie, c'est les amis, c'est les parents. Et ils savent, parce qu'ils savent là où ils vont, il faut aussi que vous ayez une vision de votre entreprise. Parce qu'ils savent là où ils ont des objectifs aussi. Ils savent qu'à un moment donné, ça va attirer que du financement. Mais il faut travailler déjà l'idée, il faut avoir des données, il faut avoir des résultats d'abord. Et au moment opportun, vous n'allez même pas chercher le financement vient à vous. C'est comme ça. Franchement, sortez de la tête, je veux du financement. Quand vous allez sortir de la tête, ça, vous allez voir que vous allez mieux avancer. Mais c'est parce qu'on se met dans la tête qu'au début, j'ai besoin de financement. Même si on vous donne du financement au début, vous n'allez rien faire avec. Quatrième question, celle de Dotou, je crois que c'est une femme. Elle demandait quels sont les défis à relever lorsqu'on est entrepreneur. C'est d'échouer. Honnêtement, c'est d'échouer. Échouer, apprenez, échouer, apprenez, échouer. Fail better. Échouer mieux. Non, c'est pas pour vous faire rire. Je vous ai dit, quand je suis rentré, que j'ai créé une... Ça a échoué. J'ai créé une deuxième. Ça a échoué. Là, j'ai créé encore un autre. Si ça échoue, si ça marche, tant mieux. Sortons du mythe de l'échec, honnêtement. Je n'encourage pas l'échec, je ne dis pas créer pour dans l'optique d'aller échouer. Mais apprenez. Quand un enfant naît, Elodie nous a dit, son enfant avait un an, en tout cas, demandez le parcours. Moi, j'ai une fille. Quand l'enfant commence par parler, il tombe lourd. Et il se relève, il continue. Quand il veut se lever, il tombe. Et il se relève. Mais c'est en tombant, se relevant, Voilà. qu'on finit par... Bien en fait, sûr. pourquoi on a peur d'échouer? Et pourquoi on a peur de dire aux gens, j'ai échoué? J'ai échoué. Et voilà pourquoi j'ai échoué. Ensuite, la voisine a dit, rien ne se perd, rien ne s'écrit, tout se transforme. Ce qui veut dire qu'on est venu trop tard dans un monde trop vieux. Il n'y a rien que vous allez créer, vous êtes les premiers à le faire, c'est faux. Tout ce que vous allez créer là, quelqu'un a déjà fait avant vous. Cherchez, demandez conseil. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Demandez conseil. Ça ne coûte rien. Ça vous évite de faire des erreurs. Dernier point. Sur 100 jeunes qui vont entreprendre, il y en aura peut-être 5 qui vont réussir. Sur les 5, il y en aura peut-être 1 qui va réussir, mais genre, il va conduire la série, grosse caisse, oui. Ce que vous voyez dans les films, oubliez ça, c'est des films. La vie, c'est pas ça. Non, la vie, ce n'est pas ça. On n'entreprend pas pour devenir milliardaire, forcément. Sur 100, sur 1000, sur 10 000, il y en aura 1 ou 2 qui vont devenir milliardaires. Mais le reste entreprennent pour avoir à la fin du mois un salaire vivre convenablement. Donc, si votre idée est d'entreprendre pour devenir milliardaire, rentrez dans le monde.
Je ne dis pas que vous n'allez pas devenir milliardaire, mais comprenez que 99,99% ne deviendront pas milliardaires. Mais si vous entreprenez parce que vous sentez que vous avez la vocation, vous voulez répondre à une problématique, que vous savez que vous êtes prêt à vous sacrifier, à payer le salaire de vos collaborateurs, pendant que vous n'avez pas encore de salaire, ou que peut-être vous gagnez même moins que les collaborateurs que vous avez, là, ce n'est pas un crime d'être salarié. Et ce n'est pas mauvais d'avoir une petite expérience d'abord dans le salariat, de dire je travaille 1, 2, 3 ans, d'avoir une petite expérience, d'avoir des économies avant de dire je vais en entrepreneuriat. Oui. En tout cas, moi c'est mon point de vue et c'est basé sur 1, ma petite expérience, 2, sur le nombre d'entrepreneurs que j'ai vu qu'on a accompagnés, 3, sur l'évolution que je vois de ces entrepreneurs. Après, on dit expérience éthique, je vous conseille. Allez vous les mains et vous allez venir vous asseoir à nos places et témoigner par rapport à d'autres jeunes. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre discussion, partage d'expérience. Je vais juste vous laisser dire un mot. Franchement, c'est 1 minute pour chaque invité, quelque chose d'important que les boursiers, les étudiants vont garder en tête en quittant cette salle. Voilà, je vais commencer par Madame Mélodie. Bon, en quittant cette salle, moi je vais juste vous amener à vous familiariser ou bien apprendre un outil, qui est très important pour tout entrepreneur. Si vous ne le savez pas déjà, pour ceux qui le savent déjà, de mieux en fait considérer ça, Canva. Canva, moi je connais des gens aujourd'hui qui ont en fait leur revenu mensuel est axé sur ça, sur cette compétence qu'elles ont. Donc vraiment, allez télécharger Canva. Familiarisez-vous avec Canva, parce qu'avec Canva, vous pouvez faire beaucoup de choses. Au début de votre entreprise, vous pouvez les design. Vous n'avez pas forcément besoin d'un infographe au début. Vous pouvez être l'infographe de votre entreprise au début. Vous pouvez aussi faire des prestations de services en acquérant des compétences sur Canva en design. Donc, je veux vraiment vous laisser cet outil. Maintenant, pour les transitions numériques, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut commencer déjà par utiliser des outils qui sont accessibles, des outils numériques qui sont accessibles. Donc, vraiment être autodidacte, chercher les choses en ligne et tout le temps chercher à avoir des certifications en ligne. Google est mon ami, on l'a dit tout le temps. Donc, allez sur Google. Vous avez des questions, allez sur Google, posez les questions sur Google et formez-vous, la formation continue. Continuez toujours par vous former et avoir des certifications parce que ça paye. Et le diplôme est important parce que quelqu'un aujourd'hui qui se dit bon, je me lance dans l'entrepreneuriat, le master est là, j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Je vous assure, il y a des niveaux où vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez pas le diplôme. Le diplôme, c'est important. Parce qu'il y a peut-être, vous êtes entrepreneur, vous voulez prendre des marchés, mais on vous dit que pour avoir ce marché ou bien être consultant, on vous dit que le niveau d'abord, c'est le master. On ne voit pas d'abord la compétence. C'est ça. L'administratif, on voit le diplôme, on voit. Maintenant, on revient sur les compétences. En tout cas, il y a beaucoup qui sont encore comme ça. Donc, par conséquent, le diplôme est important. Vous pouvez entreprendre en parallèle aussi, chercher à avoir des diplômes. Donc, merci beaucoup, Madame Mélodie. Monsieur Oro, 1 minute. Qu'est-ce que vous avez à dire? 30 secondes. 30 secondes, d'accord, super. Soyez fous, saisissez les opportunités. Parfait. Voilà. Allez, donc on va terminer cette émission-là par trois petites phrases que moi j'ai gardées de vous deux. Il faut être fou, ça Monsieur Oro vient de le dire, mais non seulement ça, rien n'est rose, donc il y aura des échecs, il faut tomber, il faut avoir des échecs et tout le temps s'améliorer, il faut se planifier, avoir une certaine marge d'organisation et aussi suivre des formations en ligne en dehors de ce qu'on suit déjà à l'école, à l'université, très important. Et bien sûr, il y a aujourd'hui pléthore de métiers qu'on peut avoir quand on parle de numérique, essayer d'aller s'outiller sur Google, sur Internet, et je crois que la solution est toute ouverte. Je vous remercie donc d'avoir pris part à cette émission, chers boursiers. Merci à nos invités qui nous ont accordé, n'est-ce pas, quelques heures pour discuter avec vous. J'espère que cet échange vous a permis de gagner énormément et à très vite pour un numéro 5 de Leadership Talk Series. Merci.